On passe tous des mauvaises journées. Alors pensez à une bonne journée de merde. Vous émergez de votre sommeil comme une fusée en décollage raté, alors votre réveil sonne depuis 30 minutes. Vous rejoignez la cuisine, vitesse lumière, sauf que votre fidèle compagnon, autrement appelé le petit orteil droit, a décidé de jouer les cascadeurs et de s'écraser dans un meuble. Pour couronner le tout, votre tasse de café, au lieu de vous donner l'énergie nécessaire pour survivre à ce désastre ambulant, décide finalement de se sacrifier pour laver votre chemise d'une belle et brûlante douche caféinée. Puis bien sûr, en partant, votre cerveau a décidé d'oublier les clés entre le grille-pain et le frigo. Puis après avoir tapé votre meilleur 3x300 mètres, vous arrivez à la gare et vous vous rendez compte que votre train préféré refuse de bouger. Alors vous appelez un taxi, un Uber, tout ce qui peut vous sortir de ce pétrin. 30 minutes plus tard et 25 balles en moins, vous arrivez, les cheveux en bataille, imprégné de café, pour que la concierge vous apprenne que mon ami, on est samedi, qu'est-ce que vous faites ici? Imaginez que ce genre de journée se répète continuellement depuis 10 ans. Pourrait-on vous en vouloir d'être aigri, irrité, de mauvais poils? Et si vous l'étiez, est-ce que ça ferait de vous des mauvaises personnes? Moi, je pense pas. Pourtant, on déteste tous les Dursley. Cette famille, qui fut un temps ordinaire, a été prise en otage par un enfant maudit. Pour eux, chaque journée est synonyme de répétition, de malheur. C'est une boucle infernale qui les maintient dans les émotions les plus malveillantes qu'un être humain puisse ressentir. Ce fardeau, ils lui ont ouvert la porte sans le savoir, et il va leur pourrir la vie pendant 10 longues années. Il s'appelle Harry Potter. Et oui, comme on le sait, Harry est un Horcrux. Il est devenu l'hôte d'un fragment de l'âme de Voldemort il y a des années de ça, alors qu'il était qu'un bébé. Si Lily, ce 31 octobre 1981 à Godric Hollow, a réussi à protéger Harry de la mort, elle a aussi créé la destruction physique de Voldemort. Mais son âme, déjà fragmentée par la création de nombreux Horcrux auparavant, a survécu. Et une partie d'elle est venue se greffer au nourrisson, faisant involontairement de lui un Horcrux. Un Horcrux, c'est un objet issu d'un sort de magie noire très puissant qui permet au sorcier qui l'utilise de séparer son âme en deux et de mettre une partie de celle-ci dans un objet ou un être. Pour créer un Horcrux, le sorcier doit tout d'abord tuer une personne. Une âme pour une âme. Après le meurtre, s'ensuit un rituel de magie noire très complexe permettant de séparer une partie de l'âme de son corps et de le placer en un objet. Souvent, cet objet est précieux. Ça peut être un artefact, un bijou, un objet personnel qui a une valeur pour le sorcier qui l'utilise. En cas de mort, le sorcier peut alors utiliser le Horcrux comme point d'ancrage à sa propre âme et il devient ainsi immortel. Ainsi, les Horcrux doivent être cachés très précieusement puisque s'ils sont trouvés et détruits, ils détruisent également partiellement l'âme du sorcier qui l'a créé. Si la création de ce genre d'objet n'est pas anodine, les effets que celui-ci peuvent provoquer après coup ne le sont pas non plus. Entre autres, ils altèrent le comportement et la moralité des individus qui viendraient à les manipuler ou à les côtoyer, faisant ressortir le pire de leurs pensées intrusives, et provoquant ainsi un accroissement de la cruauté, de l'impatience, de la méchanceté, de l'agressivité, de la nervosité et de l'égoïsme de cette personne. How many are there? 36, counted them myself. 36, but last year I had 37! D'ailleurs, une personne en contact continu ou répété avec un Horcrux en fait son obsession. On a eu l'occasion d'observer ces effets indésirables, notamment avec Ginny lorsqu'elle est confrontée au journal de Tom Jedusor dans la chambre des secrets. Elle devient vulnérable et manipulable et commet des actes terribles. Elle est comme coupée de ses propres émotions. Ce fut d'ailleurs aussi le cas de son grand frère dans les Reliques de la mort. Ron changea radicalement de comportement lorsqu'il dut porter le médaillon de Salazar Serpentard. You don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family. Le Horcrux fit ressortir de lui une jalousie extrême, une rancune démesurée, une peur incontrôlée et une haine glaciale, telle qu'il finit par abandonner ses 2 meilleurs amis en pleine forêt pour partir seul de son côté, oubliant alors son amitié envers Harry et ses sentiments pour Hermione. Il lui fallut enlever le médaillon et attendre quelques heures pour se rendre compte par lui-même que c'est le médaillon qu'il contrôlait. Ainsi, si les effets au contact d'un Horcrux sur un laps de temps aussi court sont aussi intenses, imaginez si vous êtes à son contact pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Ce fut le cas d'une famille, les Dursley. Ils ont passé 10 ans à élever un Horcrux et à vivre dans la même maison que lui, jour et nuit. Peut-être donc que la méchanceté qu'on leur reproche tant est en réalité justifiée. Peut-être que si à l'origine il s'agissait de personnes convenables et agréables, le fait de côtoyer Harry au quotidien les a rendus plus cruels, plus durs et moins aimants. Si on pardonne à Ron son comportement odieux alors qu'il n'a porté le médaillon que quelques heures, comment peut-on continuer de blâmer des personnes
qui ont subi les effets d'un Horcrux pendant des années. Peut-être qu'ils sont pas nés méchants, qu'ils ont été façonnés par ces années de souffrance. D'autres arguments entrent d'ailleurs en ligne de mire et certains devraient vous plaire. Tout d'abord, on se rend compte dans les Reliques de la Mort partie 1 que c'est au moment où les Dursley prennent leur envol, prennent leur distance, déménagent et s'éloignent de Harry, qu'enfin ils laissent apparaître une petite part d'humanité. Tante Pétunia, dans l'une des scènes coupées du 7e film, décide de parler à Harry de sa mère et aborde, brièvement certes, mais pour la toute première fois, la douleur de la perte d'une sœur. You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. Dudley, quant à lui, là aussi dans une scène coupée, montre qu'il est pris de remords. Il s'excuse maladroitement d'une poignée de main et de quelques paroles réconfortantes envers Harry pour toutes ces années de souffrance. I don't think you're a waste of space. Thanks. On observe alors la rédemption tant attendue, la part d'humanité qu'il manquait à cette famille. Et cela uniquement quand ils décident de partir et de quitter leur Horcrux de compagnie. D'ailleurs, J.K. Rowling a créé des personnages tellement complexes que ça semble bizarre aux yeux de beaucoup de fans, moi y compris, que les Dursley y fassent exception. Que eux seuls soient simplement méchants, sans nuance, sans profondeur. Si Pétunia était jalouse de sa sœur et Vernon terrifié par l'anormalité, ça n'explique pas pour autant l'hostilité qu'ils ont eue envers Harry. Cette aversion reste injustifiée. Alors si oui, pour certains, ils sont simplement méchants et mauvais, pour d'autres, J.K. Rowling aurait voulu nous faire nous creuser les méninges pour trouver à ces méchants de l'histoire une raison, une excuse. D'ailleurs, Daniel Radcliffe lui-même a validé toute cette théorie autour des Dursley. Il a dit, je cite, « C'est vraiment intéressant parce que cela pose comme principe un monde où les gens ne sont connus que dans un seul sens. En fait, si vous enlevez Harry de l'équation, les Dursley auraient pu être une famille assez gentille. Mais ça n'empêche que pour d'autres, en revanche, cette théorie est parfaitement improbable. Certains reprennent l'exemple d'une interview de J.K. Rowling dans laquelle elle aurait dit que Vernon était quelqu'un de méchant, de mauvais, qui détestait Harry parce qu'il ressemblait à son père et qu'il faisait partie du monde des sorciers que lui méprisait tant. Factuellement, ça fait de Vernon une personne aigrie et désagréable de naissance. Certes, mais ça n'enlève rien au fait que la présence d'un Horcrux dans sa vie et celle de sa famille a pu appuyer sa mauvaise humeur et son aigreur préexistante. Je veux dire que être quelqu'un de désagréable par nature, ça n'explique pas le comportement assez extrême qu'il a pu avoir avec Harry. Un autre argument est fondé sur les dires de notre héroïne à tous, Hermione. Dans le dernier tome de la saga, elle affirme que l'engagement émotionnel est la condition pour qu'un Horcrux affecte le comportement des personnes qui l'entourent. Ainsi, si Ginny était particulièrement vulnérable au moment où elle a été confrontée au journal de Tom Jedusor et Ron particulièrement inquiet au moment de sa manipulation du médaillon de Salazar Serpentard, ce n'est apparemment pas le cas des Dursley qui eux n'auraient aucune raison valable d'être affectés par un Horcrux. Enfin, en théorie. En réalité, on leur impose du jour au lendemain un enfant dont ils ne veulent pas, accompagné de la perte d'une sœur, d'une tante, d'une belle-sœur. Pour vous, il ne s'agit pas d'une raison valable pour être affecté par un Horcrux. Nous pouvons aussi tout bonnement parler du fait que les différents élèves et professeurs de Poudlard ont passé des mois à côtoyer Harry et ne sont pas devenus odieux ou de grands méchants monstres avec lui. C'est un argument qui effectivement tient la route, mais je tiens quand même à préciser que tous ces élèves, Ron et Hermione y compris, ne passaient pas 24 heures sur 24 pendant des années aux côtés de Harry. Aussi, on ne sait pas réellement quel effet peut avoir un Horcrux sur des moldus. Peut-être que les effets sont décuplés lorsqu'il s'agit de simples humains. D'ailleurs, en parlant de ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas vraiment comment fonctionne un Horcrux vivant, ni si ses effets sont les mêmes que ceux des objets. Il se pourrait par exemple, selon certaines personnes, que les Horcrux vivants n'aient pas la capacité d'influer sur le comportement des personnes qu'ils côtoient. Par exemple, il y a de nombreux mange-morts qui côtoient Nagini quotidiennement et aucun comportement plus inhabituel que la normale n'a été signalé. Après, qu'on soit d'accord, il s'agit d'une théorie dans la théorie plus que d'un argument fondé et clair.
Je considère que le comportement des Dursley envers Harry n'est pas justifiable dans son intégralité. Mais bien que la famille Dursley ne soit pas fondamentalement parfaite et angélique, je serais d'avis de dire que leur méchanceté a évolué sous l'influence de Harry. J'ai l'intuition qu'en cherchant à discerner les nuances de Dudley, Vernon et Pétunia, nous nous rapprochons d'une forme de vérité plus profonde, d'une vision plus nuancée de ces personnages tellement complexes. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Harry a probablement influencé les Dursley? Racontez-moi en commentaire la dernière journée poisseuse que vous avez passée et qui vous a laissé penser que vous aussi vous étiez maudits. Moi je vous raconte la mienne dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!